29 mai 1977. Une route poussiéreuse traverse le nord de la Californie, un paysage vaste, presque vide, où les forêts de pins côtoient les fermes isolées. Le soleil frappe la terre sèche, l'air est chaud, immobile. Colin Stan, 20 ans, cheveux châtains, sourire timide, fait de l'autostop. C'est une époque où cela semble encore normal. Une époque où l'Amérique se croit invincible. Une époque où elle, horreur, a pas encore pris forme dans un simple break beige qui est, arrête doucement à côté de elle. À bord, un homme jeune, Cameron Hooker, sa femme Janice, silencieuse, un bébé endormi. Une image de famille exemplaire, l'exact opposé du danger. Colin hésite, mais le sourire de Janice la rassure. Elle monte. Les premiers 20 kilomètres se déroulent sans incident. Conversation banale, politesse, air de liberté. La voiture avance dans un paysage paisible. Mais Colin ne le sait pas encore. Elle est entrée dans le véhicule de L, un des prédateurs les plus méthodiques de L, histoire criminelle américaine. À un moment, la voiture s'arrête. Cameron ouvre le coffre. Colin aperçoit une boîte en bois étrange, lourde, renforcée d'acier, posée dans le coffre. Un cube sans fenêtre. Elle ne le sait pas encore. C'est son futur tombeau. La route reprend. Cameron devient nerveux. Janice se tait, ne regarde plus Colin. Le silence est soudain lourd, menaçant. Puis, sur un chemin forestier isolé, Cameron sort un couteau. Le visage de Janice reste impassible. Le bébé dort encore. Colin, terrorisé, n'a pas le temps de réagir. Cameron l'attache, la bâillonne, et lui enfonce sur la tête la coffin box, la boîte acoustique conçue spécialement pour l'isoler, l'assourdir, la plonger dans le noir absolu. Une boîte construite pour une seule fonction, briser l'humain. À ce moment précis, sa vie cesse d'être la sienne. Elle devient une possession, une ombre, une voix intérieure, une survivante encore inconsciente de l'étendue du cauchemar à venir. Cameron et Janice vivent dans une maison modeste, à Red Bluff, Californie. Une maison ordinaire, façade banale. Mais sous le sol se cache un espace que personne n'a vu, personne n'a entendu. Un sous-sol transformé en chambre de torture, où le silence est absolu. Quand Colin arrive là-bas, elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Sa tête est enfermée dans la boîte insonorisée. L'air est pauvre. Le son est étouffé. La chaleur monte. La panique aussi. Elle est suspendue, battue, attachée. Cameron Hooker semble animé d'une mécanique froide, presque scientifique, comme s'il jouait un rôle répété 1000 fois dans sa tête. Janice, sa femme, regarde. Parfois détourne les yeux, parfois aide. Prisonnière psychologique, elle aussi, mais complice. Une complice brisée, détruite, qui se convainc que regarder ailleurs est une forme de survie. Après les premières tortures, Colin reçoit le message qui doit la soumettre à jamais. Il existe une organisation secrète, The Company. Ils contrôlent tout. S'ils décident que tu dois mourir, ils tueront ta famille aussi. C'est un mensonge parfait, un mensonge conçu pour créer une prison mentale plus solide que les chaînes. Colin y croit, parce que dans le noir, dans la douleur, après des heures sous la coffin box, l'esprit finit par chercher une logique, n'importe laquelle. Cameron lui dit « Tu n'es plus une personne, tu es ma servante, tu m'appartiens ». Le lavage de cerveau commence. Colin cesse de penser en jeu et commence à penser en lui. Ses propres pensées se dissolvent. Elle est enfermée 23 heures par jour dans une boîte sous le lit du couple, une boîte de quelques dizaines de centimètres de haut. Une boîte où l'on ne peut pas se retourner, où la chaleur étouffe, où la lumière n'existe pas. Le temps meurt, et pourtant, elle survit. Après des mois d'isolement, quelque chose change en Colin. Un mécanisme mental de survie se déclenche. Un instinct primitif pousse son esprit à accepter pour ne pas sombrer. Le cerveau humain, face à un traumatisme prolongé, peut créer une fragmentation psychique. Une partie de soi souffre, l'autre observe, une troisième obéit pour rester en vie. C'est ainsi que Colin se dissocie. Elle devient une version d'elle-même qui peut endurer l'intolérable. Cameron, remarquant cette docilité, pousse plus loin. Il lui fait signer un contrat de servitude. Un document absurde mais terrifiant.
Je reconnais que ma vie appartient à Cameron Hooker. Je suis sa propriété. Colin signe, pas par croyance, par peur. Le contrat dit aussi que The Company surveille sa famille, qu'une tentative de fuite signifierait la mort de ses proches. Et plus le temps passe, plus Colin internalise cette pseudo-réalité. Elle commence même à participer à certaines tâches domestiques, à sortir brièvement, toujours sous contrôle, à sourire faiblement devant les voisins qui ne se doutent de rien. Voici la partie la plus incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais vécu ce type d'emprise. Colin avait parfois la possibilité physique de fuir, mais jamais la possibilité mentale. Voilà comment fonctionne la soumission psychologique totale. On enferme d'abord le corps, puis l'esprit, et on libère le corps pour tester si l'esprit reste captif. Chez Colin, l'esprit reste captif, parce qu'elle a été brisée, reconfirmée, reprogrammée. De 1977 à 1984, Colin vit dans un cycle répétitif d'obéissance, de peur, de silence et de bribes d'espoir. Un cycle qui ne devrait pas être survivable. 23 heures dans la boîte. La boîte devient son monde. Colin y dort, y respire difficilement, y attend. Elle écoute les pas au-dessus d'elle. Elle connaît le plancher par cœur. Elle distingue les vibrations du lit. 1 heure hors de la boîte. Pour être puni, testé ou utilisé. Travail forcé. Nettoyage. Lessive. Tâche de servante. Sans parler. Sans contester. Soumission rituelle. Cameron exige de plus en plus. Il mesure son pouvoir comme on mesure une expérience. Aucun contact avec l'extérieur. Pas de lettres, pas de téléphone, pas de miroir, pas d'identité. Janice. La complicité brisée, Janice vit dans un enfer parallèle. Utilisée psychologiquement pendant des années par son propre mari, elle se convainc que elle et arrivée de Colin est une solution pour éviter d'être elle-même torturée. C'est le mécanisme du prédateur parfait. Diviser, isoler, dominer, remplacer. Durant ces 7 années, Colin ne tente jamais de fuir. Pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle croit que le monde extérieur est contrôlé par The Company. Un mensonge qui vaut mieux qu'un cadenas. En 1984, quelque chose change enfin. Janice, hantée par la culpabilité, incapable de supporter plus longtemps le mensonge qu'elle vit, s'effondre moralement. Pour la première fois, elle dit à Colin « The Company n'existe pas. Tu peux partir !» La phrase brise 7 ans d'hypnose. Colin est choquée, ébranlée, pleine de terreur, mais aussi d'un élan nouveau. En quelques heures, elle appelle enfin sa famille. Elle rentre chez elle. Mais la reprogrammation ne disparaît pas entièrement. Même libre, elle mettra des années à comprendre qu'elle ne risque plus rien. Janice, prise entre peur et remords, finit par dénoncer Cameron Hooker à la police. L'enquête débute. La vérité éclate. Le public découvre l'impensable. Une jeune femme enfermée 7 années dans une boîte sous un lit, en plein cœur de la Californie. Cameron est arrêté, jugé, condamné, 100 ans de prison. Et pourtant, même en prison, il continue de nier sa monstruosité. Colin n'est pas seulement une survivante, elle est un miracle psychologique. Les experts en traumatisme disent qu'elle aurait pu perdre sa personnalité, sa mémoire, ses fonctions essentielles. Elle aurait pu rester enfermée à jamais dans la boîte mentale construite par Cameron. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a retrouvé son identité. Elle a reconstruit sa vie. Elle en a témoigné publiquement. Elle a travaillé dans des centres d'aide aux victimes. Elle est devenue une figure de résilience extrême. Mais derrière cette force, il reste une vérité invisible. Colin ne retourne jamais dans des espaces confinés. Elle ne dort jamais dans une pièce sans lumière. Elle ne ferme jamais une porte complètement. Elle ne respire jamais profondément dans un silence absolu. Parce que la boîte n'a jamais complètement disparu. Elle vit encore dans son corps, dans ses souvenirs, dans ses nuits. Et la question finale, celle que pose ce documentaire, reste universelle. Colin Stan a-t-elle survécu? Ou a-t-elle appris à vivre avec une part d'elle restée enfermée à jamais?